Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat. Chaque semaine, nous nous efforçons de faire vivre les idées au travers des livres. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'évoquer deux facettes de la mémoire historique traumatique, avec une période qui est une période plus ancienne, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale. Avec vous, François Azouvi, vous êtes philosophe et vous publiez Français, on ne vous a rien caché. La résistance, Vichy et notre mémoire, c'est aux éditions Gallimard. Et puis, avec les attentats du 13 novembre 2015, vous êtes sociologue, Sarah Gainsburger, bonjour, et vous publiez avec Jérôme Truc aux éditions de l'EHESS un livre consacré à ces mémoriaux du 13 novembre. Le 13 novembre, hélas, c'est une date récente, 2015. Pourquoi chercher sur un événement qui appartient encore à notre actualité ? En fait, ce livre a une histoire personnelle d'abord, puisque avant d'appartenir à l'actualité, il a appartenu à mon quotidien. Parce que moi, je suis sociologue de la mémoire, donc on y reviendra sûrement. Ça veut dire que je m'intéresse à la manière dont les gens se souviennent. Pourquoi on se souvient de quelque chose et comment on peut l'expliquer selon avec qui on parle, où on se trouve, qui on est, comment on se déplace dans notre vie et toutes ces questions. Et il se trouve que j'habite aussi boulevard Voltaire. Et donc, Paris. À Paris, oui. Boulevard Voltaire, c'est l'adresse du Bataclan. C'est vraiment entre la place de la République et le Bataclan que j'habite. Et il se trouve donc que le 13 novembre, mon sujet de recherche, en fait, ce sur quoi je travaille depuis plusieurs années, est arrivé en bas de chez moi. Donc j'ai commencé d'abord à tenir des chroniques sociologiques, c'est-à-dire à regarder avec mes yeux de sociologue, mais aussi de maman, de jeunes enfants qui habitaient le quartier, comment la mémoire immédiate des événements s'exprimait dans le quartier. Et j'ai tenu ces chroniques comme un travail personnel. Et quand je parle de la mémoire immédiate, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le quartier, les trottoirs ont été recouverts de messages, de fleurs, de photographies, d'objets. Et c'est ça que j'ai essayé de regarder d'un point de vue personnel, en faisant des entretiens avec les gens qui déposaient ces messages, en observant les messages, en observant les disputes, les recueillements, toute cette vie soudaine de la mémoire qui se passait en bas de chez moi. En parallèle à ce travail, il y a eu un travail important de collecte qui a été fait par les archives de Paris de tous ces messages. Ah oui, tous ces messages ont été récupérés, archivés. Oui, alors ça c'est une innovation qu'a créé en fait l'événement 13 novembre à Paris. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y avait deux problèmes. Tout le monde va le comprendre. D'abord, il y avait tellement de messages, tout simplement, qu'on ne pouvait pas marcher sur les trottoirs. Ah oui, donc, on se souvient de ces scènes avec des fleurs, beaucoup de dessins d'enfants. Alors justement, les dessins d'enfants en fait, sont 30% de ces messages. Depuis, on les a étudiés précisément. Mais il y avait tellement de choses que de toute façon, les gens ne pouvaient pas marcher. Donc c'était un premier problème. Et on n'allait pas, la mairie de Paris n'allait pas décider de mettre tout ça à la benne du jour au lendemain. Et donc les archives de Paris, sur la recommandation de mon collègue Jérôme Truc, qui avait étudié ces phénomènes à Madrid et à Londres avant, a commencé à collecter tous ces hommages. Et se sont en fait réinventés, puisque c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait, collecter dans la rue. C'est toute une nouvelle méthode. Et c'est sur ces hommages, sur ce processus de collecte, que revient le livre. François Azouvi, il y a quelques jours, nous célébrions Charles de Gaulle, mort en 1970, il y a donc 50 ans. C'est a priori une mémoire très consensuelle. Qu'est-ce qui pose encore problème dans la mémoire, dans le rapport à cet événement, selon vous ? C'est la façon dont on pense, depuis maintenant pas mal de temps, dont on pense qu'il a menti aux Français, lui d'ailleurs, pas seulement lui, les gaullistes, les communistes, en leur racontant des belles histoires au sujet de leur attitude pendant la guerre. On pense assez largement aujourd'hui que les Français de la Libération, pour ne pas regarder la réalité en face, la réalité des années noires, on pense que les Français de la Libération ont plus ou moins délibérément occulté
Vichy, l'existence de Vichy, la collaboration d'État, le maréchal Pétain, les déportations de Juifs, etc. Et qu'ils se sont forgés en quelque sorte une mémoire rose, une mémoire idyllique de ces événements, en gommant donc d'un côté Vichy et en majorant d'un autre côté leur participation à la résistance. Comme et si à la tous les Français avaient été dans le Vercors, mais voilà. On n'arrête pas d'expliquer, François Azouvi, qu'il y avait à peu près autant de Français pour accueillir De Gaulle que pour accueillir Pétain. Bref, il y a un problème d'arithmétique. Bien sûr. En fait, comme il est normal, la résistance a été un phénomène minoritaire, comme d'ailleurs la véritable collaboration. Mais ce qui est frappant... C'est vrai, hein, la collaboration, c'était un phénomène minoritaire ? C'est la véritable collaboration, la collaboration armée, la collaboration avec uniforme, etc. Oui, ça a été un phénomène minoritaire. D'ailleurs, plutôt plus faible en France que dans d'autres pays voisins. Mais bien évidemment, les Français n'ont pas été tous du côté de De Gaulle, ni tous résistants. Mais ce qui est frappant tout de même, c'est qu'ils l'ont été davantage à mesure que la guerre avançait. Globalement, disons que la France s'est montrée accueillante à la résistance, encore une fois, de plus en plus à mesure que les années avançaient et que la perspective de la victoire des Alliés se précisait. Justement, Sarah Gainsbourger, parce que on parle de la résistance, là, il y a des célébrations qui sont des célébrations extrêmement officielles. Pour le 13 novembre, on se souvient de manifestations que je pourrais qualifier de spontanées. Étaient-elles spontanées ? Qu'est-ce que vous avez recueilli justement comme manière de signifier son émotion, puisque c'était des gens qui apportaient des pots de fleurs, qui apportaient des dessins ou bien des petits écriteaux ? Oui, alors, pour rebondir à votre question et à l'intervention de mon collègue, c'est justement ça l'enjeu en fait, c'est de voir comment on peut faire correspondre ou pas les questions de mémoire officielle et les questions d'expression spontanée et ordinaire des citoyens. Et c'est des enjeux qui vont bien au-delà des deux thèmes qui nous occupent aujourd'hui. Donc justement, tous ces mémoriaux, on les appelle éphémères, mais on peut aussi, certains les appellent spontanés, ont fleuri spontanément, en fait, après les attentats. D'abord en janvier, évidemment. Il ne faut pas oublier que ça a commencé en janvier 2015. Pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, la mairie de Paris n'a pas collecté les hommages. Mais évidemment, le premier grand mémorial, c'est Place de la République. Et tout le monde a vu les images à la télévision. C'était très impressionnant. On voyait cette place qui était occupée par des bougies, par toute une série d'objets. Et ça a duré de janvier 2015 à août 2016. Donc c'est le mémorial éphémère, pas si éphémère que ça, le plus long qu'on n'ait jamais étudié en sciences sociales dans l'histoire de l'étude de ces mémoriaux. Est-ce que ces gens disaient tous la même chose ? Alors c'est ça, c'est une des raisons du livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe dans une nouvelle phase, après 5 ans, une phase d'institutionnalisation, c'est-à-dire l'État va construire un discours plus officiel, plus figé sur les événements, et c'est normal. À mesure de la prise de distance des événements, que ce soit un mythe ou pas, il y a un discours qui est construit. Or, sûrement, certains de ces hommages qui ont été collectés par les archives vont être utilisés pour illustrer ce discours. Donc nous, notre rôle, c'était de mettre en perspective ces hommages pour montrer qu'ils étaient plus divers, comment ils ont été construits, pour que les citoyens puissent avoir un recul à la fois empathique mais critique par rapport à ces hommages. Et donc, pour répondre à votre question, ces hommages ne sont pas tous consensuels, ils sont divers. Et ce que montre le livre, c'est qu'en fait, il y a plusieurs façons de se sentir appartenir à cette mémoire du 13 novembre, qu'une mémoire dite collective, elle se construit aussi par la diversité. Donc, par exemple, il y a des hommages, évidemment, le terme le plus présent, c'est des registres comme paix, amour, etc. Mais derrière cet apparent consensus, il y a aussi des divergences. Par exemple, il peut y avoir des messages très critiques vis-à-vis de l'État, sur ses engagements dans des guerres à l'extérieur, sur ses politiques intérieures, mais aussi des messages, du coup, assez violents, voire très haineux vis-à-vis des musulmans. Mais à l'inverse, il y a aussi des gens qui sont venus s'exprimer en tant que musulmans sur ces mémoriaux et qui disent « Moi, en tant que musulman, je voudrais dire que l'islam, c'est ci, c'est ça ». François Azouvi, vous dites que là aussi, on a une mémoire qui s'est construite, qu'on a tendance à penser que le général de Gaulle nous a menti. Mais
là, pour le coup, la mémoire officielle, elle s'est diffusée au travers d'événements comme par exemple l'accueil de Jean Moulin au Panthéon, avec un discours d'André Malraux, avec une sorte de réception républicaine. Et on a avant tout parlé de la résistance. La collaboration a été un peu mise sous le tapis. Alors oui et non. Elle l'a sans doute été de la part de Gaulle, notamment pendant la guerre, et un peu aussi évidemment à la Libération. Elle l'a été par certains gaullistes, c'est vrai. Mais ce qui est frappant, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, ce qui est frappant, c'est que ça n'a pas du tout été le cas de tous. Il y a eu, c'est vrai, une sorte de discours officiel qui, vous évoquiez le discours de Jean Moulin de réception, le discours de Malraux, pardon, pour la panthéonisation de Jean Moulin, c'en est un exemple, quoique ce discours soit à l'évidence génial. Il y a donc Pourquoi génial ? Génial parce que c'est Malraux, génial parce que on ne peut pas l'entendre aujourd'hui encore sans avoir un frisson, bon, me semble-t-il. Et puis, génial aussi parce qu'il donne une apparence d'unité, alors qu'en fait, chaque phrase pourrait être probablement discutée. Oui, bien sûr, mais enfin, ce n'est pas la fonction d'un discours de panthéonisation de rentrer dans les dissensions ou dans dans une réflexion approfondie. Mais il y a donc eu un discours officiel. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ce discours officiel n'est qu'une toute petite partie de ce qui s'est dit, ce qui s'est montré, ce qui s'est pensé à la Libération et pendant les 25 années qui ont suivi la guerre. Et ce qui m'a frappé, c'est d'une part la polyphonie, la variété des discours, des représentations, des films, etc., concernant les années noires, et la façon dont les Français eux-mêmes ont interprété, ont pensé l'attitude de leurs compatriotes pendant les années noires. Personne n'a été aussi dur à l'égard des Français des années noires que les Français de la Libération. Ils ont été très masochistes. Ils n'ont pas été masochistes. Ils ont été durs. Ils ont été, ils ont peint l'attitude des Français de façon terrible. Pas tous, mais il y a quantité de textes, quantité de films, quantité de romans primés qui brossent de la France des années noires un tableau qui n'a rien à envier au grand film démystificateur des années 1970. Alors, chaque semaine, dans cette émission, nous vous présentons un invité qu'on n'a pas pu inviter parce qu'il est aujourd'hui disparu, et l'homme dont j'aimerais évoquer la mémoire, c'est le cas de le dire aujourd'hui, c'est un grand sociologue, un sociologue qui a été déporté et qui est mort à Buchenwald en 1945. Il s'agit de Maurice Halbwachs. Cet homme a écrit en 1925 un livre qui est un livre absolument fondateur, Les cadres sociaux de la mémoire. Aujourd'hui, on peut trouver ce livre aux presses universitaires de France, et c'est un livre qui explique finalement que la mémoire n'est pas quelque chose de solide, d'unique et d'homogène, mais quelque chose qui se construit dans une société donnée, qui peut évoluer, bref, qui peut être justiciable d'une enquête, d'une étude, d'une analyse. Et c'est précisément ce que vous avez fait, Sarah Gainsburger. Qu'est-ce qu'Halbwachs, au travers donc de ce 13 novembre, qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il peut nous permettre d'analyser, par exemple, sur la manière qu'on a de voir la place du terrorisme, ce qui produit le terrorisme, et comment une société peut réagir vis-à-vis de ce fléau? Justement, le terme de cadre social de la mémoire, c'est le premier cadre social de la mémoire que pointe Halbwachs, c'est le langage. Ensuite la famille, ensuite la classe sociale. Donc ce qu'il veut montrer, et c'est pionnier pour la sociologie à l'époque, c'est pour montrer que la mémoire n'est pas seulement un sujet de psychologie ni d'histoire, mais aussi un sujet de sociologie, c'est que chacun va se faire son propre rapport au passé et va s'approprier en fait le passé à sa manière, en fonction de qui il est. Et donc c'est ce qu'on voit vraiment pour ce qui est de la mémoire du 13 novembre. Dans le livre, on a un passage où on explique les nous du 13 novembre. Et donc on voit dans les messages qu'il y a des gens qui se sentent concernés en tant que parents, d'autres
en tant que Parisiens, d'autres en tant que musulmans. Donc ce serait quelque part ces cadres sociaux de la mémoire si on devait reprendre l'appellation de Maurice Halbach. Mais alors par exemple, cela a fait polémique de manière assez justifiée sur un autre attentat lorsqu'il est question par exemple d'Arnaud Beltrame et qu'il y a une plaque où il est question de sa disparition. On dit Arnaud Beltrame, victime de son héroïsme. Alors ça va bien au-delà du 13 novembre. Ça manifeste en fait la centralité du terme de victime aujourd'hui pour penser le rapport aux événements traumatiques. Et ça montre aussi l'absence d'une forme de discours politique jusqu'à très récemment sur ces attentats. Il faut bien comprendre que les cérémonies commémoratives du 13 novembre, il y a des officiels qui s'y rendent, mais ils sont silencieux, ils ne disent rien. Justement, François Azouvi, les héros et les victimes, c'est comme ça qu'on regarde les années noires. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? J'interpréterai un peu différemment, si vous me permettez, la plaque en l'honneur d'Arnaud Beltrame. Victime de son héroïsme. C'est quand même une formule tout à fait étonnante si on y réfléchit. Pourquoi ? Parce qu'elle montre qu'on a du mal aujourd'hui à célébrer quelqu'un comme héros, et simplement comme héros. La place de la victime est en effet tellement forte, tellement prioritaire par rapport à la place du héros, qu'il faut introduire le terme de victime pour, en quelque sorte, justifier pour justifier l'héroïsation, pour être grand, absolument. Donc, Beltrame devient victime de son héroïsme, comme si c'est son héroïsme qui l'avait tué. J'y vois l'illustration la plus parfaite de cette grande transformation qui s'est effectuée en France notamment, mais pas seulement en France, dans tous les pays occidentaux, quelque part dans les années 60-70, et qui a fait passer le modèle héroïque, qui a fait disparaître le modèle héroïque, ou qui l'a fait reléguer au second rang par rapport au modèle victimaire. Et oui, parce que la mémoire nous joue des tours, y compris pour des événements très proches. Quand on prend par exemple peut-être le premier attentat de cette vague-là perpétré contre l'école juive Zaratora à Toulouse, il y a eu un professeur qui est mort. Il est mort avec des enfants parce qu'ils étaient juifs. Et pour autant, lorsque Samuel Paty est mort, eh bien on a dit c'est la première fois qu'un professeur meurt en France, Sarah Gainsburger. Ça renvoie à d'autres problématiques qui sont sur la question des catégories de victimes et du rapport de la société française dans son ensemble avec ces catégories, qu'on a déjà eu au moment de Copernic dans les années 80. Et au moment des attentats... Le mot de Raymond Barre, je pense que c'est à cela que vous faites référence, qui expliquait qu'il y avait eu... des victimes innocentes, par opposition aux victimes juives qui, elles, étaient visées et qui... auraient été coupables. Et donc là, on est quand même dans ce registre. C'est-à-dire qu'on considère... là aussi, c'est pas forcément tout le monde, mais le discours dominant au moment des attentats de Toulouse a considéré que c'est en tant que juif et pas en tant que professeur qu'il a été visé, que finalement, les victimes juives sont des victimes dont on a l'habitude, si ce n'est qu'on les trouve parfois normales. Mais c'est probablement d'ailleurs la question du génocide qui est centrale et de la complicité de la France dans ce génocide, François Azouvi, qui fait que l'on observe cette période en étant... dur, en tout cas c'est ce que vous dites, bien sûr. Dur par rapport à la manière dont se sont comportés les Français à l'époque. Oui, bien sûr. J'ai consacré un livre, c'est le précédent, à essayer de démonter l'idée selon laquelle la France se serait montrée là aussi oublieuse à l'égard du génocide. J'ai essayé de montrer que ça n'avait pas été le cas, que les Français n'avaient pas occulté le génocide, pas plus qu'ils n'ont occulté Vichy. On veut nous montrer des Français de la Libération et jusqu'aux années 70, des Français à la fois aveugles, sourds, muets, qui n'auraient rien compris, rien vu de ce qui s'est passé. C'est évidemment parfaitement faux. Ils ont tout vu, on savait tout. Alors on ne le savait pas comme on sait aujourd'hui, bien évidemment, et on ne donnait pas la même importance que celle qu'on donne aujourd'hui. Mais enfin, c'était un secret de polichinelle. Et ni les déportations, ni le massacre des Juifs au lendemain de la guerre n'étaient
n'était ignoré. Mais de Gaulle n'a parlé que 2 fois, je crois, du génocide des Juifs pendant la guerre. C'est vrai. De Gaulle n'en a presque pas parlé. La BBC en a parlé davantage, au moins jusqu'en 1942. Après, c'est vrai qu'il y a eu une phase pendant laquelle il en a moins été question. Mais l'information était connue de tous, avait diffusé, elle avait par 1000 canaux. Ce qui est très frappant, par exemple, c'est la façon dont les romans de la Libération parlent des événements de la guerre, bien sûr, mais aussi du sort très particulier qui a été dévolu aux Juifs. Ce n'est ignoré de personne. Sarah Gainsbourg, même chose pour les attentats, puisque hélas, maintenant, il y en a eu un certain nombre, et on voit que certains sont plus commémorés que d'autres. Ben, oui, c'est exactement comme la situation de l'après-guerre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les sciences sociales, tout est question de où on regarde, d'où on regarde et qu'est-ce qu'on prend comme matériaux, comme choses concrètes sur lesquelles baser l'analyse. Et je crois qu'on sera d'accord pour dire que la conclusion va quand même beaucoup dépendre de cela. Et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir, c'est mon âme de sociologue, un rapport un peu critique avec le culte actuel des statistiques, de la donnée. Il faut toujours se demander comment ce sur quoi on fonde la conclusion a été produit. Et c'est la même... C'est-à-dire, expliquez-nous ce que ça veut dire. Par exemple, si certains des hommages, donc vous verrez dans le livre, il y a beaucoup de photographies, aussi pour permettre à chaque lecteur d'avoir sa propre approche critique de ce que nous, on analyse, un jour, ces photographies seront dans un musée. Il y a un projet de musée qui est... elles seront hors de tout contexte. Et on leur fera dire quelque chose, c'est normal. Ce qui est important, c'est de savoir comment ce document-là a été produit, pourquoi il a été conservé, parce qu'on va pouvoir l'interpréter un peu différemment. Et tout le monde en fait l'expérience dans sa vie quotidienne. La meilleure façon, en conclusion, Françoise? Non, je voulais simplement rebondir sur ce que vient de dire Sarah, qui est tout à fait exact. Et une des manières que j'ai eues dans ce livre d'essayer d'approcher ces représentations en me faisant le contemporain des gens, c'est de voir... c'est d'examiner les romans et les films qui ont été primés ou qui ont eu un immense succès à la Libération. Et alors, au fond, je me suis dit, ce sont eux qui répondent aux attentes des Français. Et c'est là qu'on voit l'extraordinaire diversité de ces attentes qu'on réduit aujourd'hui arbitrairement à une seule, le désir d'avoir été glorieux et le désir d'effacer les années noires. Mais pas du tout, pas du tout. En réalité, les Français ont désiré et se faire des belles illusions, et connaître la vérité. Alors avant de se quitter, il est temps de retrouver, comme chaque semaine, Marie-Pierre Bourgeois qui va nous aider à compléter notre réflexion. Notre chroniqueuse s'est penchée sur ces livres qui, eux aussi, nous parlent de mémoire, mais alors des mémoires au pluriel. Regardez. Et voici d'autres livres pour observer la force et les troubles des mémoires parmi les sorties littéraires de ces dernières semaines. À commencer par De Gaulle président, 10 ans d'archives inédites de l'Élysée chez Flammarion. Rassemblées par Raphaël Baquet, ces photographies montrent un Charles de Gaulle bien éloigné de l'image que l'on peut avoir de lui. Loin d'être cet homme qui se voyait au-dessus des mouvements d'opinion, la journaliste du Monde raconte une toute autre histoire. Celle d'un président omnubilé par les audiences de ses conférences de presse, le nez plongé dans les chiffres des instituts de sondage. Écoutez ce que dit Raphaël Baquet. Moi qui étais trop jeune, j'étais frappé par la modernité de son exercice du pouvoir. Pour avoir suivi d'autres présidents, je remarquais son attention à la communication. Ses discours, très largement raturés, montrent à quel point il est préoccupé de la trace qu'il va laisser. Dans un tout autre registre, le roman 6 octobre 1973, l'été indien des 30 Glorieuses aux éditions Plein Jour, s'appuie sur la mémoire de l'enfance. L'auteur Xavier Charpentier raconte ses premières années de vie par le prisme de ce 6 octobre 1973, date de la mort d'un jeune pilote de Formule 1, François Sever. Mais c'est également le jour de l'attaque d'Israël par les armées syriennes et égyptiennes. La crise pétrolière commence alors, tout comme le chômage de masse et la fin des 30 Glorieuses. Xavier Charpentier mêle dans son roman analyse de l'époque et tristesse personnelle. Écoutez, la génération de mes parents n'aimait guère qu'on porte ses émotions en bandoulière. Il fallait la mort de De Gaulle pour se laisser aller pleurer en public. Ce jour-là, pourtant,
Le jour de la mort du champion François Sever, ma mère n'a pas pu me cacher qu'elle éprouvait une vraie tristesse. Et puis enfin, Chaviré de Lola Lafont chez Actes Sud. Cléo n'a que 13 ans quand elle devient la proie d'un agresseur sexuel. Et puis la vie, les mécanismes de survie lui font oublier ses souvenirs. Jusqu'à une enquête de police 25 ans plus tard où tout ressurgit. Ce n'est pas ce à quoi on nous oblige qui nous détruit, mais ce à quoi nous consentons qui nous ébrèche. Nous sommes traversés de ces hontes, un tourbillon qui, peu à peu, nous creuse et nous vide. N'avoir rien dit, rien fait, avoir dit oui parce qu'on ne savait pas dire non. Bonne semaine de lecture à vous. Pour prolonger cette réflexion sur la mémoire, deux livres que nous vous proposons, celui du philosophe François Azouvi, français. On ne vous a rien caché pour comprendre comment la mémoire de la résistance et de Vichy a évolué et s'est construite. C'est aux éditions Gallimard. Et puis le travail collectif de Sarah Gainsburger et Jérôme Truc, les mémoriaux du 13 novembre aux éditions de l'EHESS, 5 ans après les attentats. Là aussi, que reste-t-il de ces événements traumatiques? Merci de votre fidélité. À bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.